Bonjour les amis, rejoignez-moi alors que je raconte l'histoire de la manière dont ma famille m'a humilié et s'est moquée de moi lors de la lecture du testament de mon défunt père. Ils ont ri de moi parce que je n'étais pas incluse dans le testament. Mais les derniers mots de l'Ave Guide ont choqué tout le monde. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement, aimer et partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci. Maintenant, passons à mon histoire. Je m'appelle Charlotte. J'ai 27 ans et il y a 2 semaines, j'ai enterré mon père. Je pensais que c'était le jour le plus difficile de ma vie jusqu'à la lecture de son testament. Ce jour-là, le domaine de la famille Carter dans le Vermont était en effervescence, mais pas de chagrin. Le grand salon aux panneaux blancs sentait légèrement le citron et le café qui avaient mijoté pendant des heures. La veuve de mon père, Margaret, ma belle-mère, était perchée sur le bord d'une chaise antique comme une reine en attente. À côté d'elle se tenait mon demi-frère, Jonathan, dans un costume trop impeccable pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Autour de la pièce, des oncles, tantes et cousins remplissaient l'air de murmures polis, mais leurs yeux brillaient comme ceux des vautours autour d'un festin. Je me suis assise vers le fond, mes doigts triturant la sangle de mon sac à main. J'étais en grande partie éloignée de ce côté de la famille depuis que mon père s'était remarié il y a quelques années. Margaret n'a jamais caché son aversion pour moi. Et après la naissance de Jonathan, j'étais devenue quasi invisible. Pourtant, une partie de moi croyait que mon père se souviendrait des soirées où il m'aidait avec mes devoirs à la table de la cuisine ou des étés passés à pêcher sur le lac. Monsieur Whitman, notre avocat de famille depuis des décennies, s'est avancé avec un dossier épais et un sourire fatigué. Sa voix était basse et mesurée lorsqu'il a commencé. À ma chère épouse, Margaret Carter, je lègue la maison familiale, ses meubles et tous les véhicules actuellement enregistrés à mon nom. Les lèvres de Margaret se sont retroussées en un petit sourire satisfait. Elle a croisé les mains sur ses genoux comme si ce n'était que le début de ce qu'elle méritait. À mon fils, Jonathan Carter, je lègue la majorité des parts de Carter Logistique ainsi qu'une propriété commerciale sur la route 16. Jonathan a affiché un sourire narquois, s'adossant à sa chaise comme un homme goûtant déjà son nouveau pouvoir. Mes oncles ont suivi, des parcelles de terrain, des portefeuilles d'investissement, même le pavillon de chasse que mon père m'avait promis quand j'avais 12 ans. Ma poitrine s'est serrée. Puis le regard de monsieur Whitman s'est posé sur moi. À ma fille, Charlotte. Je me suis redressée, le pouls battant dans mes oreilles. Je ne lui laisse rien. Les mots ont semblé flotter dans l'air un instant avant que la pièce ne réagisse. Quelqu'un a laissé échapper un petit rire surpris. Ma cousine Anna a murmuré, bien trop fort, on dirait qu'elle n'a pas été retenue. Une autre voix dans un coin a ajouté, eh bien, on dirait que papa ne l'aimait pas tant que ça. Margaret s'est penchée légèrement en avant, sa voix douce comme du venin. Eh bien, Charlotte, on dirait que tu vas devoir trouver un vrai travail maintenant, ma petite. Un éclat de rire a traversé la pièce. Je suis restée figée, le visage impassible, l'estomac noué. Mes doigts se sont enfoncés dans ma paume jusqu'à ce que mes ongles laissent de petits croissants dans ma peau. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots se sont emmêlés dans ma gorge. L'absence de mon père était déjà une douleur creuse dans ma poitrine. Et maintenant, c'était comme s'il m'avait tourné le dos même dans la mort. Je fixais monsieur Whitman, espérant une explication. Mais il s'est contenté de s'éclaircir la gorge et de continuer, distribuant méthodiquement les derniers biens de mon père comme des cartes dans un jeu truqué. Je n'entendais presque rien, mes oreilles résonnaient encore de ces 3 mots, je ne lui laisse rien. Quand la lecture s'est terminée, les chaises ont raclé le plancher en bois alors que les autres rassemblaient leurs manteaux et se félicitaient mutuellement. La voix de Margaret portait à travers la pièce. Enfin, nous obtenons ce que nous méritons, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende. Jonathan est passé près de moi en sortant, s'arrêtant juste assez longtemps pour sourire narquoisement. Pas de chance, sœurette. J'ai attrapé mon sac et je me suis levée pour partir, ignorant les regards en coin et les chuchotements. S'il y a une chose que je savais sur cette famille, c'est qu'ils se nourrissaient de la faiblesse. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. L'air frais de l'hiver m'a piqué les joues alors que je traversais le large porche. Le gravier sous mes talons crissait, chaque pas m'éloignant de la pièce étouffante derrière moi. Ma voiture était garée sous les branches nues du vieil érable où mon père avait autrefois accroché une balançoire pour moi. Ce souvenir m'a frappé comme une fléchette dans le cœur,
aiguë et soudaine. Je me suis glissée dans le siège du conducteur, j'ai fermé la porte et j'ai posé mon front contre le volant. Pendant un instant, j'ai envisagé de simplement partir, sans jamais regarder en arrière. Mais alors que je démarrais le moteur, une ombre a bougé dans ma vision périphérique. Monsieur Whitman marchait rapidement vers moi, son écharpe flottant au vent. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne regardait, avant de taper à ma vitre. Je l'ai baissé. Oui, Charlotte, a-t-il dit doucement Union, jetant un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule. J'ai besoin de vous parler en privé. Avez-vous un moment? J'ai hésité, l'humiliation encore brûlante. À propos de quoi? Pas ici, a-t-il dit, sa voix basse. C'est quelque chose que votre père vous a laissé. Quelque chose qui n'a pas été mentionné dans la lecture publique. Un petit rire sceptique m'a échappé. Il m'a laissé rien, vous vous souvenez? Monsieur Whitman n'a pas souri. Au lieu de cela, il a sorti une enveloppe blanche de sa poche. Mon nom était écrit dessus de l'écriture familière de mon père, ferme et précise, l'encre profondément enfoncée dans le papier. Je pense que vous devriez lire ceci, a-t-il dit, son souffle visible dans l'air froid. Et ensuite, si vous le voulez bien, retrouvez-moi à mon bureau privé demain à 10 heures. J'ai pris l'enveloppe lentement, mes doigts effleurant l'encre en relief. L'écriture de mon père semblait être une voix d'outre-tombe. Pourquoi tant de secrets? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. L'expression de Monsieur Whitman n'a pas changé. Parce que votre père le voulait ainsi. Faites-moi confiance, Charlotte. Ce n'est pas ce que ça semble être. J'ai regardé l'enveloppe à nouveau, mon cœur battant dans ma poitrine. Pour la première fois depuis que j'étais entrée dans cette pièce, je ressentais une lueur d'espoir, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si le papier à l'intérieur portait le poids de tous les mots non dits entre mon père et moi. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis rentrée chez moi avec l'enveloppe posée sur le siège passager, comme si elle pouvait disparaître si je la quittais des yeux. Chaque fois que les lampadaires l'éclairaient, mon pouls s'accélérait. Quand je suis arrivée à mon appartement à Burlington, la neige commençait à tomber, tourbillonnant dans la lumière à l'extérieur de mon immeuble. J'ai retiré mes bottes, posé l'enveloppe sur ma petite table de cuisine et je l'ai regardée fixement. Mon appartement était silencieux, trop silencieux, à part le bourdonnement du réfrigérateur. Finalement, je me suis assise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai glissé mon doigt sous le rabat. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier à lettres de mon père, le genre qu'il gardait toujours dans le tiroir supérieur de son bureau. Son écriture m'était aussi familière que la mienne. Charlotte, si tu lis ceci, la lecture publique du testament a déjà eu lieu et tu as entendu les mots. Je ne lui laisse rien. Il faut que tu saches que ce n'était pas la vérité. Je l'ai fait pour te protéger. Il y a des choses que tu n'as pas encore comprises à propos de notre famille. Et il y a des gens qui n'auraient reculé devant rien pour mettre la main sur ce que je t'ai vraiment laissé. Je ne pouvais pas risquer que cela soit révélé dans cette pièce aujourd'hui. Monsieur Whitman a des instructions. Retrouve-le demain matin à 10 heures à son bureau privé à Montpellier. Tout sera expliqué à ce moment-là. Fais-lui confiance et fais-moi confiance. Je t'aime toujours. Je l'ai lu 2 fois, le souffle court. C'était étrange d'entendre sa voix dans ma tête, de ressentir la chaleur de ses mots si peu de temps après avoir ressenti la piqûre de la trahison. Mon esprit essayait de comprendre ce qu'il voulait dire par « te protéger », mais je n'avais que des questions et une curiosité lancinante qui m'empêchaient de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant mon réveil. La neige avait cessé, laissant une couche fragile de givre sur le monde à l'extérieur de ma fenêtre. Je me suis habillée simplement, un manteau en laine, un jean sombre, une écharpe grise douce, et j'ai conduit pendant 1 heure jusqu'à Montpellier avec l'enveloppe soigneusement rangée dans mon sac. Le bureau privé de Monsieur Whitman n'avait rien à voir avec son bureau officiel en ville. C'était une maison de ville en briques convertie dans une rue latérale tranquille, le genre d'endroit qu'on pourrait manquer si on ne le cherchait pas. Une plaque en laiton près de la porte indiquait simplement « W et associés ». Il m'a accueilli à la porte, me faisant entrer sans un mot. L'air était chaud et sentait légèrement le cèdre et le café. Il m'a guidé à travers une zone de réception jusqu'à un bureau à l'arrière avec d'épais rideaux tirés contre la lumière hivernale. Avant de commencer, a-t-il dit en désignant une chaise en face de son bureau,
je dois m'assurer que vous comprenez que rien de ce que nous discuterons aujourd'hui ne peut être partagé avec qui que ce soit. Ni votre belle-mère, ni votre demi-frère, personne. Êtes-vous d'accord? J'ai hoché la tête. Je ne leur parle déjà pas. Sa bouche s'est légèrement retroussée, presque un sourire. Puis il a ouvert un tiroir verrouillé et en a sorti un dossier noir mince. Votre père m'a confié ceci il y a des années, Charlotte. Il a été très minutieux à chaque étape. Je me suis penchée en avant, les paumes moites contre mes genoux. De quoi s'agit-il? Tout en son temps, a-t-il dit, éloignant le dossier de ma portée. Mais d'abord, il voulait que je vous dise pourquoi il ne vous a rien laissé publiquement. Margaret fouillait dans ses finances depuis des années. Si elle avait su la vérité, elle aurait trouvé un moyen de tout prendre. Les autres vous auraient entouré comme des loups. Alors, il a fait en sorte que ça ait l'air de rien. J'ai dégluti difficilement, la douleur dans ma poitrine s'atténuant légèrement. Donc, tout ça n'était qu'une mise en scène. Il ne le pensait pas. Loin de là, a dit Whitman. Votre père vous adorait. Il voulait s'assurer que vous puissiez vivre votre vie sans leur interférence. Ce qu'il vous a laissé? Eh bien, c'est considérable, et ça vient avec des responsabilités. Sa façon de le dire a fait bondir mon cœur. Je voulais le presser pour plus de détails, mais il s'est levé et s'est dirigé vers un grand coffre-fort dans le coin du bureau. Ses doigts ont dansé sur le cadran, et avec un léger clic, la lourde porte s'est ouverte. Il ne m'a rien donné tout de suite, cependant. Au lieu de cela, il s'est retourné vers moi avec une expression étrange. Demain, a-t-il dit. Vous aurez le tableau complet. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour finaliser le transfert. Mais sachez ceci, Charlotte. D'ici demain à 7 heures, tout ce que vous pensez savoir sur votre héritage aura changé. Je me suis adossée, le pouls battant dans mes oreilles. L'humiliation de la veille brûlait encore, mais elle était maintenant mêlée d'autres choses, de l'anticipation. Quand j'ai quitté le bureau, le froid m'a frappé comme un mur, mais je l'ai à peine ressenti. Pour la première fois depuis les funérailles, mes pas semblaient plus légers. La voix de mon père, tirée de la lettre, résonnait dans ma tête. Fais-lui confiance et fais-moi confiance. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais une chose était sûre. Margaret et les autres n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, je n'ai presque pas touché à mon café. Mon estomac était noué par la nervosité, le genre de sensation qui vous donne l'impression d'avoir avalé une pierre. Je n'arrêtais pas de repenser aux mots de Whitman. Considérable. Des responsabilités. Tout ce que vous pensez savoir va changer. Quand je suis arrivé à son bureau, les nuages étaient bas et lourds, et l'air sentait la neige à venir. Whitman m'a accueilli avec un hochement de tête brusque et a verrouillé la porte d'entrée derrière moi, comme pour s'assurer que personne ne nous interrompe. Asseyez-vous, a-t-il dit en désignant la même chaise que la veille. Il n'a pas perdu de temps avec des banalités. Au lieu de cela, il a porté le dossier noir de son bureau à la table entre nous, le posant comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Ceci, a-t-il dit en tapotant le dossier, est le véritable testament préparé par votre père. Je l'ai regardé, interloqué. Le véritable testament. Oui, a-t-il répondu calmement. Le document lu hier était un leurre, rédigé à la demande de votre père et déposé pour le registre public afin de vous protéger. Celui-ci, a-t-il dit en ouvrant le dossier, a été scellé, signé par des témoins et conservé sous ma garde privée jusqu'à maintenant. À l'intérieur, les documents étaient soigneusement agrafés ensemble, la signature de mon père sur chaque page. Whitman a tourné la première page vers moi, et mes yeux se sont posés sur une ligne en gras au milieu. Je lègue à ma fille, Charlotte Reynolds, la pleine propriété de Reynolds Timber and Land Company, ainsi que tous les actifs, comptes et propriétés associés, à transférer intégralement à mon décès. Je suis resté figé. L'entreprise. Les terres. Tout ça, a confirmé Whitman. Votre père a acheté plus de terres au cours de la dernière décennie que la plupart des gens ne le réalisent. Droits sur le bois, droits miniers, propriétés en bord de lac. Ça vaut plus de 40 millions de dollars à la valeur marchande actuelle. Ma bouche s'est asséchée. Je savais que mon père avait bien réussi, mais 40 millions de dollars dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer. Whitman a continué. Il vous a également laissé sa résidence principale,
la maison au bord du lac dans le Vermont, et 2 propriétés commerciales à Boston. Le reste de ces comptes, en liquidité, dépasse 8 millions de dollars. Ils seront transférés à votre nom une fois le processus de succession terminé. Au total, vous êtes l'unique héritière d'environ 50 millions de dollars en actifs. Je me suis adossée, abasourdie. Et Margaret, les autres, ils n'ont rien. Il a esquissé un léger sourire. Ils conserveront les petites rentes et les distributions de fiducie que votre père avait établies il y a des années. Mais comparé à ceci, rien qui ne les satisfasse. Pendant un instant, mon esprit s'est reporté au visage de la lecture du testament. Le sourire satisfait de Margaret. Les chuchotements de Jacob à sa femme. Le rictus de ma cousine. Ils pensaient tous que je quittais cette pièce les mains vides. Whitman s'est penché en avant, sa voix plus basse. Votre père voulait que vous preniez le temps de décider quoi faire de tout cela. Il vous a également laissé une note concernant une propriété particulière, une adresse à Atlanta. Il a dit, c'est la clé pour tout comprendre. Il a glissé une petite enveloppe sur la table. Mon nom était écrit dessus de la main de mon père. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une seule phrase. Charlotte, quand tu verras ce qu'il y a à l'intérieur du 512 Ashford Lane, tu comprendras pourquoi j'ai dû le cacher à tout le monde. Ma peau s'est hérissée. Qu'y a-t-il à Atlanta? Whitman a secoué la tête. Il ne me l'a jamais dit, juste que vous devriez y aller seul. Je peux organiser le voyage si vous le souhaitez. Pendant l'heure suivante, nous avons passé en revue des documents juridiques, des signatures, des formulaires de transfert. J'avais la tête qui tournait avec tous ces chiffres, adresses et actes. J'avais l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Une richesse dont je n'avais jamais rêvé, cachée juste sous le nez de ma belle famille. Quand je suis enfin sorti, la neige tombait à nouveau, douce et régulière. Je serrais l'adresse d'Atlanta dans la poche de mon manteau, mon esprit déjà en ébullition. Ce qu'il y avait dans cette maison était assez important pour que mon père orchestre une tromperie entière juste pour le cacher à tout le monde. Et si j'avais raison, quand il le découvrirait, Margaret et les autres allaient s'étouffer avec leur rire. 2 jours plus tard, j'étais dans un avion pour Atlanta. Je n'en avais parlé à personne, ni à mes amis, ni à mes collègues, et encore moins à ma belle famille. Moins ils en savaient, mieux c'était. Quand j'ai atterri, l'air hivernal était plus doux qu'en Nouvelle-Angleterre, mais il y avait encore une fraîcheur alors que je conduisais ma voiture de location à travers la ville. Whitman m'avait réservé une chambre dans un petit hôtel-boutique loin du centre-ville, le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Le lendemain matin, j'ai entré l'adresse du 512 Ashford Lane dans le GPS et suivi les rues sinueuses jusqu'à un quartier verdoyant rempli de larges porches et de magnolias. La maison était une coloniale en briques à 2 étages, élégante mais discrète. Elle ne criait pas la richesse, plutôt une dignité ancienne. La clé de la porte d'entrée était scotchée à l'arrière de la note avec l'adresse d'Atlanta. Mes doigts tremblaient lorsque je l'ai insérée dans la serrure. Les gonds ont grincé lorsque je suis entrée, une odeur de cèdre et de citron m'accueillant. Tout était impeccable, comme si quelqu'un m'attendait. J'ai erré dans les pièces, un bureau ensoleillé, une salle à manger avec une table dressée pour 6, un salon confortable avec des étagères remplies de livres reliés en cuir. C'était magnifique, mais rien n'expliquait l'avertissement cryptique de mon père. Puis j'ai vu la porte au bout du couloir. Elle était différente, plus lourde, renforcée, avec une poignée en laiton qui brillait dans la lumière. La clé de mon père s'y insérait parfaitement. La pièce au-delà était sombre, mais lorsque mes yeux se sont habitués, je me suis figé. Le long des murs se trouvaient des classeurs, chacun soigneusement étiqueté. Il y avait des boîtes empilées sur des tables, et au centre, un énorme coffre-fort. À l'intérieur de ces classeurs, il y avait tout. Les journaux intimes de mon père, des dossiers financiers, des lettres confidentielles et des dossiers épais portant des noms. J'ai reconnu des noms de ma belle famille. J'ai ouvert celui marqué « Margaret Reynolds », ma belle-mère. À l'intérieur, il y avait des documents montrant des virements bancaires, des comptes offshore et des propriétés immobilières achetées avec l'argent de mon père à son insu. Des lettres de sa propre main planifiant de l'exclure de certaines affaires. Pire encore, il y avait des photos, Margaret dans les bras d'un autre homme. Un autre dossier marqué « Jacob Reynolds » contenait des preuves de prêts douteux, de dettes de jeu et de fraude.
Mon père avait recueilli toutes les informations compromettantes sur eux pendant des années. Et maintenant, il m'avait tout donné. Au fond du coffre-fort, il y avait une petite boîte en bois avec mon nom gravé dessus. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Charlotte, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Ces gens n'ont jamais été ta famille. Ils t'auraient détruite pour ce que je t'ai laissé. Cette maison et tout ce qu'elle contient sont à toi. Fais-en ce que tu veux. Mais souviens-toi, le savoir vaut plus que l'argent. Utilise-le à bon escient. Je suis restée assise par terre pendant ce qui m'a semblé être des heures, entourée de leurs secrets. Mon père ne m'avait pas seulement laissé un héritage. Il m'avait donné le pouvoir de les détruire si je le voulais. Et pour la première fois depuis la lecture du testament, j'ai souri. Je n'ai pas agi tout de suite. Ça aurait été trop facile, trop émotionnel. Mon père m'avait appris que la vengeance, comme un bon vin, se savoure mieux après avoir eu le temps de respirer. Au cours des mois suivants, j'ai réglé mes affaires discrètement. J'ai engagé un comptable pour placer les fonds fiduciaires dans des investissements à faible risque. J'ai fait nettoyer en profondeur la maison d'Atlanta et les moderniser avec quelques touches contemporaines. Et j'ai engagé une société de sécurité privée pour garder la propriété comme si c'était Fort Knox. Pendant ce temps, ma belle famille faisait exactement ce que mon père avait prédit. Elle se ruinait. Margaret organisait des galas de charité somptueux dans l'ancien manoir de mon père, achetant des robes de créateur qu'elle ne portait qu'une fois. Jacob postait des photos de lui dans des voitures de sport louées, son Instagram rempli de légendes sur la culture de l'effort et la richesse générationnelle, comme s'il avait construit quoi que ce soit. Au 7e mois, les fissures ont commencé à apparaître. D'abord, j'ai entendu par une connaissance commune que Margaret avait contracté une deuxième hypothèque sur le manoir. Puis les rumeurs sur ses entreprises qui périclitaient. Au 10e mois, elle peinait à payer les impôts fonciers. C'est alors que j'ai agi. Par le biais d'une société écran, Ashford Holdings LLC, j'ai discrètement racheté le privilège sur le manoir. Quand Margaret a fait défaut, la procédure de saisie a commencé. Elle pensait qu'un investisseur anonyme avait récupéré sa propriété. Elle n'avait aucune idée que c'était moi. L'avis d'expulsion a été envoyé un mardi. Le vendredi, j'étais dans son hall d'entrée en marbre, des documents à la main, tandis que les déménageurs emportaient ses meubles devant moi. Charlotte. Elle s'est figée au milieu d'un pas, serrant un vase comme s'il pouvait la sauver. Que fais-tu ici? J'ai souri. J'ai acheté cette maison. La couleur a quitté son visage. Tu quoi? Je t'ai dit ce jour-là, à la lecture du testament, que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Mon père ne m'a pas oublié. Il s'est juste assuré que son argent n'atterrisse pas entre de mauvaises mains. Elle a bafouillé, regardant de moi au déménageur, puis de nouveau vers moi. Tu ne peux pas. Oh, si, je peux. Je lui ai tendu une enveloppe en papier craft. À l'intérieur, tu trouveras une liste détaillée de tes comptes offshore, des transferts frauduleux et de ces photos compromettantes. Je ne les envoie nulle part pour l'instant. Mais si tu essaies de t'en prendre à moi, ne serait-ce qu'une seule fois, le monde entier saura. Elle a déchiré l'enveloppe, et son visage s'est effondré d'horreur. Tu t'es ruinée toi-même, Margaret. Je ne fais que ramasser les morceaux. Elle est partie ce jour-là avec rien d'autre que ses vêtements et quelques boîtes. La nouvelle s'est vite répandue. Les cousins qui s'étaient moqués de moi à la lecture du testament ont commencé à appeler pour prendre des nouvelles. L'un d'eux a même eu l'audace de me demander un prêt. J'ai décliné chaque demande avec le même sourire poli. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider, disais-je. Mais je vous souhaite le meilleur. À l'anniversaire de la mort de mon père, je vivais dans le manoir. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela semblait poétique. J'organisais des dîners tranquilles avec des amis qui m'avaient soutenu, je me promenais dans le jardin que mon père avait planté, et parfois, tard le soir, je m'asseyais dans son bureau pour lire ses vieux journaux. Une de ces nuits, j'ai murmuré dans le silence, « Tu avais raison, papa. » Ils ne l'ont jamais vu venir. Et quelque part, j'espérais qu'il me souriait en retour. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que chaque perte n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, ceux qui se moquent de vous aujourd'hui s'étoufferont avec leurs propres mots de main. Mon père savait que l'argent seul n'était pas le pouvoir. L'information l'était. Et quand vous avez les deux, eh bien,
Disons simplement que le jeu change en votre faveur. Ne laissez jamais les moqueries vous pousser à prendre des décisions hâtives. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une arme. Et c'est ainsi qu'une fille oubliée est devenue la propriétaire de tout ce qu'il pensait lui avoir pris. Alors, dites-moi, si vous étiez à ma place, auriez-vous cherché à vous venger ou auriez-vous tout laissé tomber? Laissez vos pensées dans les commentaires, je les lirai. Et merci d'avoir regardé. À bientôt dans ma prochaine vidéo.